Un article intéressant autour du wokisme, cette nouvelle utopie idéologique qui cherche à remodeler l'humanité, mais qui trouve très vite ses limites et qui se met des bâtons dans les roues un peu elle-même. Un article d'avis et d'opinion assez intéressant qui était paru dans le magazine d'Ellen Pluckrose. Et pourquoi je vous dis Ellen Pluckrose? C'est parce qu'on en a déjà parlé d'Ellen Pluckrose lors de la série de vidéos autour de l'anatomie du wokisme, que je vous invite à voir, hein, les liens sont dans la fiche et dans la description. Et cet article parle de tout ça, et c'est assez intéressant. Alors, est-ce que le wokisme n'est rien d'autre qu'une nouvelle utopie qui voudrait juste remodeler l'humanité? Ça fait un peu sectaire dit comme ça, non? D'ailleurs, rien que le titre, tu vois déjà que c'est un peu à charge. Hein. Le wokisme n'est c'est rien d'autre plus qu'une autre idéologie, qu'une autre idée un peu désuète, un peu inutile. C'est en une de plus. Le wokisme n'est qu'une nouvelle utopie voulant remodeler l'humanité au nom du progrès. Toutes les idéologies utopiques se sont basées sur l'idée que les êtres humains représentent une page blanche. Elles finissent toujours par limiter la liberté d'expression. Donc c'est Ewan Morrison qui parle dans Aero Magazine et la traduction a été faite par Peggy Sastre pour l'Express. J'ai été woke facile 15 ans avant que le terme ne rentre dans le langage courant. En un sens, j'étais proto-woke. Mais j'avais pour habitude de me désigner comme post-marxiste. Parfois même comme post-moderniste. Dans la loi, bientôt post-apocalyptique. Dans la droite lignée d'Herbert Marcuse, la liberté d'expression était à mes yeux une activité réactionnaire, qu'il fallait obligatoirement contraindre. Pourquoi pas? Et tous ceux dont le discours ne promouvait pas le changement social devaient, selon moi, être réduits au silence. Si la cancel culture et les réseaux sociaux avaient existé à l'époque, j'aurais passé mes journées sur mon ordinateur ou mon téléphone à vouloir annuler des réactionnaires. Mais un beau matin, j'ai pris conscience que l'important dans cette visée transformatrice n'était pas le pourquoi, mais le comment. On peut toujours sortir du wokisme. Il y a eu des témoignages de personnes qui sont sorties du wokisme. Vous pouvez le faire si vous passez par cette vidéo, que vous êtes engouffré dedans. Peut-être que vous réussirez à vous en sortir. Il y en a qui sont sortis de la drogue, il y en a qui sont sortis de l'alcoolisme, il y en a qui sont sortis de plein de dérives. C'est possible. Mais mes lectures de l'époque n'ont été d'aucun secours. Du côté de Noam Chomsky ou de Naomi Klein, il n'y avait que des vagues allusions à certaines expériences radicales menées au Mexique que le monde capitaliste développé était censé vouloir imiter. Slavoj Žižek et Jacques Derrida ont consacré toute leur carrière à esquiver cette question pragmatique. D'ailleurs, souvenez-vous de l'entretien entre Antoine Goya et Canard Réfractaire, d'ailleurs on en a parlé il y a pas longtemps, mais il y a un moment dans le débat qui était assez intéressant, je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter, ce débat entre les deux, il est là, je vous laisse le lien dans la description. Canard Réfractaire fait énormément l'apologie, ou plutôt il est amoureux de tout ce qui s'est passé au Venezuela, au Chili, au Mexique, et tous ces pays d'Amérique latine, comme quoi c'est génial tout ce qui a été fait, t'as envie de lui dire mais gros, si c'est aussi génial, pourquoi t'es pas allé vivre là-bas? Puisque c'est le nouveau post-moderniste utopique de demain, va vivre là-bas et tu te sentiras transformé. Non, ça reste ici. Bizarrement, l'immigration vers le Chili est pas si incroyable que ça, alors que tout le monde, on va dire des gens de cette gauche-là et des woke sont là, ah, c'est trop bien ce qui se passe là-bas, c'est génial. Bah, allez y vivre. Bizarrement, non. Slavoj Žižek et Jacques Derrida ont consacré toute leur carrière à esquiver cette question pragmatique. On peut même dire que tous les canons du marxisme et du postmodernisme auront évité à grand effort d'absconserie de répondre à cette interrogation. Comment créer la société post-révolutionnaire parfaite? Et vous pouvez répondre dans les débats et dans les commentaires de cette vidéo. Comment on crée une société post-révolutionnaire parfaite? Souvenez-vous, une autre grande philosophe a dit « Ah mais ça marche vachement bien sur le papier, mais quand on essaye de le faire en vrai, ça marche plus beaucoup. » Je suis donc parti en quête d'autres sources. J'ai ainsi découvert Steven Pinker et son Comprendre la nature humaine, The Blank Slate.
Paru en 2002, Pinker Rose, beaucoup de questions. Comment fonctionne la cognition humaine? Comment distinguer le bien du mal? Comment les sociétés se forment-elles? Son livre m'a appris que le marxisme et le progressisme s'inscrivaient dans une longue tradition de pensée utopique. Fondée sur une conception de l'être humain comme tabula rasa, une page blanche, les marxistes progressistes, beaucoup de gens de gauche et autres partisans de l'ingénierie sociale se sont tous crus capables de créer une société utopique de zéro, car les humains et la société humaine lui apparaissaient comme un bloc d'argile malléable à l'infini. Les gens qui veulent en annuler d'autres au nom d'une quelconque projet utopique ne prennent en général jamais la peine de se demander comment construire leur utopie. Parce que le cas échéant, ils verraient s'effondrer leurs arguments en faveur de la censure. Le nouvel utopisme, le wokisme, n'est que la dernière occurrence de l'idéologie utopique. Un système de croyance reprenant du poil de la bête tous les 3 ou 4 générations et remontant à la République de Platon en 375 avant Jesus Christ, avec son rêve d'une société urbaine parfaitement organisée, planifiée et administrée. On la retrouve dans les hérésies chrétiennes du pélagianisme en 400 après JC, ou encore chez des groupes millénaristes radicaux comme les anabaptistes au XVIe siècle, persuadés que les royaumes de Dieu pouvaient être créés sur Terre. Autant de formes précoces de la doctrine de la page blanche. L'humain naîtrait vierge de tout péché, ou pourrait être parfaitement nettoyé de ses turpitudes. Un peu à la Orange Mécanique. C'est dans l'utopisme de la Révolution française, le mouvement progressiste chrétien aux États-Unis au XIXe siècle, la Révolution communiste au XXe siècle, les mouvements pacifistes et les sectes collectivistes des années 60 ont puisé leur inspiration. À chaque fois que l'utopisme réapparaît, le voilà qu'ils essaient de remodeler l'humanité au nom du progrès, de nous rendre plus durs, plus purs et plus éthiques. Ils nous bombardent de raisons expliquant pourquoi l'utopie doit advenir, mais de telles tentatives sont toujours un échec car jamais elles ne répondent au comment. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec les Khmers rouges, c'est ce qu'ils ont essayé de faire en Europe, à un moment ça a fait fureur, puis finalement ils ont laissé tomber. L'utopisme cherche toujours à contraindre la liberté d'expression, car dans l'esprit des utopistes, les humains sont des pages blanches que l'on peut gommer de tous les mots et concepts imparfaits. L'humain comme page blanche. Au cœur de l'idéal utopique se trouve la conviction d'une perfectibilité des êtres humains. C'est ce qu'on lit par exemple chez Jean-Jacques Rousseau et son L'homme né libre, et partout il est dans les fers. C'est Vladimir Lénine et son rêve d'un homme nouveau soviétique. C'est aussi Mao Tse-tung, voyant le paysan comme une page blanche où tout est possible. On peut y écrire et dessiner ce qu'il y a de plus nouveau et de plus beau, ou encore le slogan des Khmers rouges, seul le nouveau-né est sans tache. C'est ça, le wokisme. Le mouvement hippie allait exprimer le même sentiment et voir dans les enfants l'incarnation de l'avenir, en pleine capacité d'un amour universel. Aujourd'hui, pour les enfants millénials des utopistes boomers, tout n'est que construction sociale et la nature humaine n'existe pas. Aux yeux de l'ingénieur social utopiste, le contrôle du langage est l'outil le plus important pour ériger une société planifiée au cordeau et dont il faut éradiquer toute cruauté, toute souffrance et toute inégalité. Pour citer Mao, les 4 vieilleries, les vieilles idées, la vieille culture, les vieilles habitudes et les vieilles coutumes, et les vieilles coutumes doivent être détruites. Il faut interdire les vieux mots perpétuant les structures de pouvoir du passé. Il faut brûler les vieux livres. Pendant la révolution culturelle chinoise, les gardes rouges de Mao, des milices d'enfants et d'étudiants, dont certains n'avaient que 9 ans, détruisirent plus de 5000 ans d'artefacts culturels, d'œuvres d'art et de textes afin de purger le présent de toute trace du passé. On l'a vu aussi dans les sociétés du Moyen-Orient, quand ils ont commencé à désosser et à détruire des statues qui avaient plusieurs siècles pour refaire leur narration, parce que c'était impur. On l'a vu également dans les sociétés woke, on va dire, dans ces milieux-là, ce qu'avant on appelait les social justice warriors, mais maintenant c'est devenu woke, quand ils voulaient déboulonner des statues, faut plus utiliser ces vieux mots, il faut penser comme nous on doit penser. Bref, une société de la race pure et de l'idéologie pure. Et le régime de Mao était un régime de contrôle centralisé de l'usage du langage. Et tout ce qu'on retient de Mao maintenant c'est un col.
Pour des tels ingénieurs sociaux, les mauvais mots sont autant d'attaques contre leur projet utopiste. Ils veulent donc effacer tous les termes problématiques, brûler tous les livres hérétiques, parce qu'ils croient qu'un nouveau type d'humain va naître de ces cendres pour construire un monde entièrement neuf dans lequel tous les problèmes humains auront cessé d'exister. Et à chaque fois, il y a aussi... on nous dit « Ouais, mais ça existe ces sociétés, regarde, ça marche là !» Ouais, ça marche dans un groupe de 10 personnes en coloc. Voire même un tout petit peu plus, j'allais 100 personnes, 1000 personnes, au-delà. Ça marche pas des masses, hein, vous remarquerez. Et étonnamment, tous ceux qui disent « Ouais, mais regarde, c'est tellement génial, ça marche, c'est une utopie, c'est bien la preuve que ça... » Bah vas-y, va y vivre. Et reviens dans 15 jours. Pour de tels ingénieurs sociaux, les mauvais mots sont d'autant d'attaques contre leur projet utopiste. Ils veulent tout effacer, je l'ai déjà lu. Sous les manifestations actuelles de l'activisme utopique se cache le rêve d'un État non problématique, immaculé, sans opposants, où même le langage de l'opposition a disparu. Et ça c'est pareil, ça peut pas marcher. Souvenez-vous de l'épisode, je sais plus comment il s'appelle, l'épisode de Doctor Who, où il y a les Zygons qui veulent défoncer les humains, mais ils savent pas qui est qui. Et à un moment, Doctor Who, il dit, mais d'accord, admettons. Vous avez gagné. C'est vous qui êtes forgé dans la guerre pour faire une meilleure... Vous avez gagné. L'utopie, elle est là. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Ce sera quoi votre nouveau but? Vous allez faire une autre guerre? Où il y aura d'autres gens qui chercheront à vous faire taire parce que du coup, vous allez déséquilibrer l'équilibre en place? Ça marche pas. C'est ça le truc, c'est que ça marche sur le papier, c'est magnifique. Mais dans la réalité, ça marche pas. La plupart des utopistes contemporains ne savent pas qu'ils s'insèrent dans une longue tradition. Ils n'envisagent pas forcément leur objectif final en des termes mystiques et sont plus à même de viser une société équitable, à croyance zéro, voire communiste, que de rêver du royaume de Dieu sur Terre ou d'une nouvelle Jérusalem. Reste que l'utopie demeure un mirage métaphysique. La société parfaite et sans problème, le but éternel, toujours par-delà le prochain horizon, dévoile toujours son essence totalitaire lorsque nous demandons à ses partisans de nous expliquer comment exactement ils entendent s'y prendre pour la réaliser. Et là d'un coup il te parle de Zardoz. Un exercice rhétorique. Nous interrogeons rarement les utopistes sur la philosophie fondamentale qui les anime, souvent parce que nous sommes trop occupés à vouloir défendre la liberté d'expression ou à trouver de nouvelles tribunes aux censurés. Jamais nous ne leur demandons, et au fait, comment entendez-vous réaliser votre société parfaite? Ça on l'a vu, hein. Quand Jacotte parlait si son extrême gauche prenait le pouvoir, c'était quoi sa société parfaite? Avec réalisme, je me le rappelle. Vous pouvez trouver la vidéo facilement. Nombreux sont ceux à refuser de répondre, à se réfugier derrière les mauvaises intentions qui les inciteraient à poser la question. Et c'est toujours ça. Jacotte en est un parfait exemple, et même, je dis Jacotte parce que c'est ça que j'ai dans l'idée, mais Canard réfractaire, c'était un peu pareil avec le débat d'Antoine Goya, et tous ces gens, quand tu leur poses une question concrète, ouais mais non mais là ça complexifie les choses, on va pas traiter ça maintenant, ouais mais non mais ça je peux pas répondre à ça, ouais mais non mais je te réponds pas de toute façon parce que t'es trop con. Mais au final, ils répondent jamais à la question. Mais certains pourraient se plier au jeu. Au lieu d'être constamment sur la défensive, au moyen plus efficace de contrer la cancel culture pourrait être de donner aux utopistes l'espace nécessaire pour voir leurs convictions fondamentales publiquement passer au crible. Le problème, c'est que tu peux pas les passer au crible à la moindre contradiction, à la moindre contre-argumentaire ou au moindre défaut ou fêlure que tu leur dis « Non mais là ça pose un problème, ah t'es un facho, on va te censurer, on va t'appeler au signal barrage. » Forcément ça marche pas. Au cours des 2 dernières décennies, j'ai posé la question du comment à des individus issus de 3 générations différentes d'utopistes, un communiste encarté dans les années 40-50, un militant pacifiste de la campagne pour le désarmement nucléaire, et une féministe de la deuxième vague des années 60-70 et peut-être une dizaine de woke. Leurs réponses ont toujours été étonnamment similaires. Il est très difficile d'amener des utopistes à cesser de se focaliser sur ce qui doit, selon eux, être éradiqué. La pauvreté, le sexisme, le racisme, la cupidité, les inégalités, le capitalisme, la destruction écologique, autant de colossales abstractions leur offrant une cause infinie de fureur. Mais en les empêchant de retrouver leurs vieilles habitudes, annuler les gens, faisant obstacle à leur société parfaite planifiée, il est possible d'encourager des utopistes à expliciter la marche vers la concrétisation de leur idéal. Demandez-leur
comment il structurerait une société où il serait en capacité de planifier le moindre de ces éléments pour maximiser les bonnes intentions. Prenez un bol de popcorn, asseyez-vous en arrière, profitez du spectacle. Parce que de toute façon, s'ils veulent faire exactement la société qu'ils veulent, on est dans Mao, on est dans les Khmers rouges, on est dans les nazis, on est dans ce genre de société. Une dictature totale. On est dans Zardoz. Alors maintenant, c'est est-ce que vous préférez manger des petits fours à la table, être habillé en toche blanche et faire partie de ces élus un peu 1984, ou vous préférez être poilu et porter un slip bizarre comme Sean Connery. Mais être libre. Tout d'abord, ils devront lister tout ce qui ne va pas dans la société. Y a-t-il des priorités ? Toutes les mesures éradicatrices sont-elles réalisables ? Comment tout cela va-t-il être planifié et coordonné ? Et à quelle échelle ? Un utopiste peut charger un groupe animé par les bonnes idées, les idées non problématiques de concrétiser ses exigences. Souvenez-vous, ils disent que ouais mais non mais tu vois là, les policiers ont des armes, mais c'est pas bon de leur donner des armes. Il faut donner des armes à des gens qui ont une conscience politique. Oui, bien sûr. Là, il est possible de demander s'il s'agira d'un comité central ou décentralisé et de préciser le mode de sélection de ses membres, en fonction de leur mérite, de leur passif, de la force de leur conviction, au hasard. Comment seront-ils élus ? Radiés ? Et qu'adviendra-t-il si certains expriment eux aussi des idées problématiques ? Une fois constitué, ce comité devra obtenir l'adhésion de tous les membres de la société pour mettre en œuvre son plan. Comment s'y prendre ? Il est probable qu'il faudra en passer par de la rééducation, un recours à des images positives et un contrôle du langage, bien qu'un utopiste en parlera sans doute comme d'une formation à la positivité. C'est comme les anarchistes qui se disent, je sais plus c'était quoi, anarchiste quelque chose. Pour moi, anarchiste, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement. Donc ils veulent une société anarchiste. Mais comment t'organises une société anarchiste ? Parce que mathématiquement, tu peux pas organiser une société anarchiste, parce que si tu organises, il y a forcément des gens qui vont être au-dessus des autres, et du coup on n'est plus égalitaire. Il y a forcément quelqu'un qui prend des décisions. Donc ça marche pas. C'est pour ça marche sur le papier. Dans la vraie vie, c'est Mad Max. Il faudra pour cela de nouvelles lois et de nouvelles instances pour les faire appliquer. Pour un projet de société parfaite, la liberté d'expression a de quoi représenter une véritable menace. Il sera donc nécessaire de l'abolir ou du moins de la restreindre jusqu'à ce que ce projet soit achevé. Et peut-être même après, vu qu'une société parfaite, ça s'entretient. On est dans 84. Mais comment faire ? Dans l'idéal, un utopiste dirait qu'il faut commencer par l'école. Seuls les bons discours devraient être enseignés, seules les bonnes images devraient être montrées aux histoires qu'en grandissant, les enfants s'engagent pleinement dans le projet d'une société parfaite. Ça, on l'a vu aussi. Ils veulent matrixer les enfants dès le plus jeune âge, comme ça ils grandissent avec ça, et du coup ça leur fait des alliés plus tard. En gros, ils font des bombes à retardement et des soldats sous couverture. Bien des boomers gauchistes répétaient qu'une société meilleure commençait dès la maternelle. Et nombre d'entre eux ont joint le geste à la parole en travaillant dans les systèmes éducatifs pour apprendre aux enfants à devenir des sujets utopiques. Et c'est comme ça que sont arrivés les woke, j'imagine. Selon leur vision du monde, la société parfaite est une nouvelle construction sociale écrite sur la page blanche qu'est l'enfant. Si vous les poussez à expliciter leurs postulats, les utopistes peuvent commencer à comprendre les lacunes de leur théorie, puisque leur société parfaite nécessite le contrôle mental des enfants ou l'intervention d'une police de la pensée. Ce qui pourrait les perturber, les faire réfléchir à 2 fois avant de rallier une meute exigeant telle ou telle tête. Mais ne vous arrêtez pas là, continuez à approfondir le comment. Demandez-leur comment la mise au pas des mots, des images et des idées, les bons, les corrects, les non problématiques pourraient être obtenus. Il leur faudrait sans doute employer des psychologues ou des spécialistes de l'éducation pour s'assurer de la formation des enfants aux croyances et aux comportements utopiques. En d'autres termes, ils croient au behaviorisme, qu'il est possible de conditionner les enfants comme des animaux d'expérience de Pavlov ou de Skinner. Peut-être que les utopistes d'aujourd'hui n'ont pas connaissance des expériences comportementales pavloviennes menées secrètement sur des orphelins par des soviétiques dans l'Italie fasciste de 1932, et visant à les faire réagir à des indices visuels et linguistiques. Ce que veulent faire les profs activistes qu'on a traités il y a quelques vidéos.
Pas la peine de leur dire qu'au cours du XXe siècle, toutes les tentatives pour démontrer la prédominance de l'acquis sur l'inné ont fini par prouver exactement le contraire, et ont demandé d'en passer par des expériences qui seraient aujourd'hui jugées inhumaines et illégales. Ou encore que des pionniers de l'étude évolutionnaire du comportement humain estiment qu'il n'en est en rien infiniment malléable, tant les êtres humains n'ont rien de page blanche. Le moment est venu de demander à l'utopiste comment il compte s'y prendre pour que tout le monde adhère à son plan. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner et pourquoi ? L'utopiste ne vous dira pas que son plan risque d'échouer à cause de la nature humaine, vu qu'il ne croit pas qu'elle existe. L'échec pourrait donc venir d'un autre genre de cafouillage, des ennemis dans leur rang, peut-être, soit la croyance ayant mené aux purges de Mao et de Staline. Comment comptent-ils résoudre les problèmes susceptibles de survenir dans l'édification de leur société utopique ? Si un plan s'avérait défectueux, comment réparerait-il les choses ? Y aurait-il un retour d'informations sur les erreurs commises ? Et si oui, comment faire la différence entre de telles réclamations et une action ennemie visant à faire capoter le plan ? D'ailleurs, ce qui rentre dans leur cancel culture, il n'y a pas d'erreur de commise, hein. Ça se met sous le tapis. On n'en parle pas parce que sinon ça les discrédite. Plus l'ampleur du projet d'ingénierie sociale est grande, plus le risque de résultats inattendus sont élevés. Les intentions de Mao Zedong étaient parfaitement bonnes lorsqu'il chercha à éradiquer les espèces nuisibles en Chine communiste, mais de 58 à 62 et avec plus de 45 millions de morts, son initiative se soldera par la plus grande famine jamais provoquée par l'homme. La construction de barrages peut provoquer des sécheresses. Une allocation du gouvernement pour les parents isolés peut accélérer l'éclatement de la famille. L'interdiction des drogues peut motiver les dealers à en vendre de plus fortes. Le plan ne prend pas en compte ce genre de conséquences. Peut-être les planificateurs utopiques devraient-ils ignorer ou cacher les preuves des effets adverses et des échecs de leur projet. Une falsification qui serait motivée, bien sûr, par les meilleures intentions du monde. Et peut-être que tout individu entendant porter un discours factuel et rétablir la vérité devrait être désigné comme un fauteur de haine, véhiculant des faits hostiles. Mais comment serait-on à même de demander à un utopiste « Allez-vous vous y prendre pour distinguer les faits des mensonges ? Allez-vous instituer un ministère de la vérité ? Et comment empêcher les dissidents de répandre des mensonges au sujet du plan ?» Il n'y a qu'à taper psycho ou psychodélique sur Twitter. Vous verrez comment fonctionne le ministère de la vérité et comment pour eux ils font pour distinguer les faits des mensonges. C'est royal. Là encore, pour le bien de son projet, tout utopiste fera face à la nécessité de contraindre la parole. À ce stade, on pourrait vous répondre qu'il n'y aura pas de dissidents ou qu'il faudra éloigner tous les dissidents de la société idéale. Et les voilà tombés dans du totalitarisme, le plus complet, simplement en suivant la logique interne de l'utopisme. De par sa propre progression logique, leur utopie conduit inexorablement à de nouveaux camps de rééducation, qu'on a déjà vu d'ailleurs. Ils utilisent déjà ce mot-là pour les cis hétéros blancs. Les camps de rééducation. Une nouvelle Stasi, de nouveaux goulags. Ce qui pourrait s'avérer perturbant. Peut-être que les utopistes auront envie de tout recommencer pour retrouver l'endroit où les choses ont mal tourné. Ou alors ils se retourneront contre vous. Mais s'ils analysent les 2300 ans d'histoire de l'utopie, ils découvriront que le paradis sur Terre n'a jamais été atteint une seule fois, et que toutes les tentatives se terminent invariablement dans le sable ou le sang. Et que par la même occasion, ils découvriront que les plus grands génocides et les plus graves famines jamais induites par l'homme sont le fruit du jus de crâne des planificateurs sociaux utopistes. L'utopie ne sera jamais de ce monde, à moins de pouvoir modifier les êtres humains et de contrôler toutes leurs interactions, et même dans ce cas, des fautes seront commises, car sans liberté d'expression, comment corriger les erreurs qui se glissent dans le plan ? En définitive, l'utopiste peut se rendre compte que réduire au silence et annuler tous ceux qui ne sont pas d'accord avec son plan directeur a de quoi justement conduire à son effondrement. D'ailleurs, demandez à un woke de passage de regarder cette vidéo jusqu'au bout, et qu'il essaye de pas s'arrêter à « ouais, c'est du bullshit, c'est de la merde, c'est de la gros facho, c'est de droite, homophobe, transphobe, blablabla. » Mais essayez de lui demander calmement « Ok, mais réponds aux questions qui sont posées. Comment ? Comment ? » Et il répondra jamais. Ou s'il répond, il tombera forcément dans le totalitarisme.
Et là tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent à la fin au final? Tout comme c'est à la censure de la critique que l'on doit le ralentissement économique, puis la destruction de l'URSS, et au rapport mensonger sur les rendements agricoles de la grande famine de Mao. L'utopiste pourrait même réaliser que depuis tout ce temps, il n'a fait que croire que faire taire ses ennemis était suffisant, sans jamais réfléchir à la mise en œuvre pratique de son grand projet. Ayant pitié de l'utopiste, le voyage de l'idéalisme au pragmatisme est long et difficile, comme l'est celui de la croyance, en une abstraction absolue vers la vie dans un monde constitué d'une somme de petits communs. La stratégie ironique. Nous sommes nombreux à avoir entendu des propos utopistes pour le moins extravagants, même dans la bouche et sous la plume d'universitaires. Et que s'il n'y avait que des femmes au pouvoir, il n'y aurait plus de guerre. Qui y croit, ça? Il n'y a rien de plus guerrier et violent qu'une femme envers une femme. Que si tel ou tel groupe contrôlait la société, le réchauffement climatique serait un lointain souvenir. Autant de propos étayés par un même postulat, il sera nécessaire de constituer une instance de planification centrale qui décidera comment tout le monde devra se comporter, parler et agir. On finira par vite se passer de la démocratie car l'utopisme a toujours un plan et un seul à l'esprit. Ceux qui ne sont pas d'accord devront être réduits au silence ou disparaître. La destruction de la liberté d'expression est le mur porteur de l'utopisme, mais la plupart des opposants à la liberté d'expression n'ont pas conscience des fondements utopiques de leurs croyances ou de la longue et douloureuse histoire des démarches visant à faire de l'utopie une réalité. L'exercice rhétorique que je propose, demander comment les utopistes souhaitent atteindre leur objectif, se veut une alternative à la lutte sans fin contre la censure, comme autant d'incendies éteints l'un après l'autre. Si l'utopisme sous-jacent à la cancel culture est exposé et passé au crible, alors elle disparaîtra ou continuera sa petite vie de comportement grégaire sans réelle justification. La meilleure façon de défendre la liberté d'expression est peut-être d'abandonner la position défensive et de retourner la situation contre les utopistes. Leur offrir des tribunes pour qu'ils expliquent leurs propres croyances et soient ainsi forcés de se confronter aux défauts inhérents de leur idéologie. Une stratégie empreinte de générosité et d'ironie. C'est ce que je fais à travers mes vidéos. Je leur montre leur hypocrisie, leur argument complètement pété, ce qui tient pas. Mais je cherche pas à les détruire. Je cherche à essayer de leur faire comprendre quelque part qu'il y a un truc qui tient pas dans la logique. On est dans le camoulox, c'est dans le nique la logique. Et à chaque fois, j'invite au dialogue, je leur demande ok, mais explique. Que je comprenne un peu mieux. Dans les commentaires, il n'y a jamais d'explication. Par contre, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, il y a des insultes, des menaces, des signalements, du harcèlement. Parce que ils ne peuvent pas apporter de réponse. Il n'y a aucune réponse logique et entendable à tout ça. Donc tout ce qui leur reste, c'est la violence, la militarisation et l'insulte. La déshumanisation, la diabolisation. La prochaine fois qu'on vous accusera de tenir des propos problématiques, demandez à votre interlocuteur comment il compte faire fonctionner sa société dénuée de tout problème. Il lui faudra certainement une police de la parole en renfort pour qu'elle surveille les personnes problématiques, ce qui n'a rien d'un plan réaliste. C'est une tâche ingrate et interminable. Et si ces agents de la police des mots pouvaient se sentir vertueux et supérieurs à ceux qu'ils corrigent, censurent, criminalisent et enferment, ils seraient toujours coincés dans une impasse. Jamais ils ne pourraient dépasser la simple correction punitive de leurs congénères, ce qui n'a rien d'une voie vers une société parfaite. Invitez donc les utopistes à formuler leurs plans et ils se rendront vite compte que leur page blanche idéale est par définition et nécessité tachée de sang. Historiquement, tous les projets utopiques ont abouti pour des raisons pratiques à toujours plus de pouvoir alloué aux planificateurs de l'État et aux ingénieurs sociaux, soit au totalitarisme. Est-ce réellement ce que veulent nos utopistes actuels ? C'est un excellent article, un peu long, mais qui synthétise énormément la chose. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à la phagocyter, n'hésitez pas à la linker à tous les woke que vous connaissez. Ça peut peut-être les faire réfléchir. Abonnez-vous, likez le clocher et à bientôt pour d'autres aventures.